tandis qu'elle se rendait au bureau de son mari pour livrer des documents oubliés à la maison. J'ai accidentellement entendu ma femme dire « Attends juste que cette entreprise soit à moi. Je divorcerai de mon mari et je t'épouserai. » Mon mari a dit à sa secrétaire que quelqu'un était enceinte de leur enfant. J'ai fait semblant de ne pas entendre cette trahison et j'ai commencé à planifier quelque chose qui les détruirait. Avant que l'histoire ne commence, veuillez écrire dans les commentaires de quelle région viennent les spectateurs de cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que cette chaîne puisse grandir et diffuser plus d'histoires passionnantes. Ce matin-là, le soleil brillait très fort, pénétrant à travers la grande fenêtre de la chambre. Alana se tient devant le miroir, ajustant lentement son foulard. Elle s'assurait que son apparence était parfaite, élégante et digne en tant que femme du PDG de l'entreprise léguée par son défunt père. Miguel, son mari, était parti au bureau quelques heures plus tôt en hâte, à cause d'une réunion importante avec le conseil d'administration. Puis s'assurer que toutes les tâches ménagères avaient été prises en charge par la bonne. Alana marcha, se dirigeant vers le bureau de Miguel dans leur maison. Cette pièce est généralement verrouillée. Mais ce matin Miguel avait oublié de fermer la porte correctement. L'intention originale d'Alana était simplement de ranger le bureau de son mari, qui était toujours en désordre après une nuit de travail tardive. Mais son regard fut attiré par un épais dossier posé près de la pile de livres. Alana se souvint que Miguel avait paniqué en cherchant un document important avant de partir. Mais l'homme avait abandonné et était simplement parti. En tant qu'épouse dévouée, Alana prit sa décision. Le dossier serait livré au bureau. Avant de placer le dossier dans son sac à main, une forte poussée fit ouvrir à Alana la première page. Ses yeux parcoururent les phrases formelles sur le papier scellé. Le cœur d'Alana s'arrêta presque. Quand il lut le titre du document, c'était un projet d'accord de transfert unilatéral d'actions. La majorité des actions de l'entreprise héritée du défunt père d'Alana serait transférée entièrement au nom de Miguel sans qu'elle le sache. La signature d'Alana était parfaitement falsifiée sur les premières pages. Seule la dernière page nécessitait une empreinte digitale et une signature humide devant un notaire. Alana avait du mal à respirer. L'homme qu'elle avait aimé pendant si longtemps. L'homme en qui elle avait confiance pour continuer le combat de son père s'avérait planifier un grand vol depuis l'intérieur de sa propre maison. Alana s'assit sur la chaise de bureau de son mari. Son esprit était confus. Au cours de leurs 5 années de mariage, Miguel avait toujours été doux, aimant et très attentionné. L'homme avait toujours assuré à Alana que le fardeau de l'entreprise était sa responsabilité. Alors qu'Alana était assez âgée pour vivre tranquillement à la maison, il s'avérait que tous ses soins n'étaient qu'une illusion pour la rendre insouciante. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. Mais Alana les essuya rapidement. Quand Mara refusa de s'effondrer maintenant. Son père lui avait appris à être une femme forte et à utiliser le bon sens dans toutes les situations. Au milieu de la douleur de la trahison qu'elle venait de découvrir, un plan froid commença à se former dans sa tête. Alana marcha vers le coffre-fort secret que son père avait laissé derrière un grand tableau dans le bureau. Il sortit une boîte contenant du papier spécial. À première vue, le papier ressemblait à un document ordinaire. Mais il contenait un mélange chimique spécifique. Si on écrivait dessus avec de l'encre ordinaire, l'écriture sur ce papier s'effacerait et disparaîtrait sans trace en 3 jours. Son père lui avait parlé de ce truc pour éviter les fraudes contractuelles forcées à l'époque. Alana retira soigneusement le clip du dossier. La dernière page du document original de Miguel fut prise et remplacée par du papier spécial. Après avoir tout remis en place comme avant, Alana quitta la maison sans expression. Le trajet jusqu'au bâtiment de l'entreprise prit environ 40 minutes. Alana s'assit calmement sur la banquette arrière de sa voiture, regardant les rues animées de la ville. En arrivant dans le hall principal, plusieurs employés s'inclinèrent respectueusement pour le saluer. Alana les fascina. Avec un sourire malicieux, il marcha vers l'ascenseur exécutif et appuya sur le bouton pour l'étage supérieur. Le bureau du PDG se trouve là. Le couloir à cet étage était très calme car la plupart du personnel était dans la salle de réunion ou en pause. Les pas d'Alana étaient à peine audibles sur l'épaisse moquette. Alors qu'elle s'approchait de la porte du bureau de son mari, elle remarqua qu'elle était légèrement ouverte, laissant un petit interstice. Alana était sur le point de partir quand elle entendit des rires étouffés provenant de l'intérieur. C'était la voix de Miguel et la voix de la femme qui riait était Honey, la secrétaire personnelle de Miguel.
Alana s'arrêta près de la porte. Il retint son souffle pour ne pas trahir sa présence. Il regarda à travers la petite ouverture et vit une scène qui brisa immédiatement son cœur. Oné est assise au bureau de Miguel, pendant que sa femme se tenait devant, enlaçant la taille de la secrétaire très tendrement. La main de Oné caresse la poitrine de Miguel tandis qu'elle sourit doucement. Alana serra les poings si fort que ses ongles devinrent blancs. Ses oreilles entendirent clairement chaque mot qui sortait de la bouche de ces deux traîtres. Oné demanda en larmes quand Miguel tiendrait sa promesse. Miguel caressa les cheveux de sa secrétaire et répondit d'un ton extrêmement condescendant envers Alana. L'homme dit à Oné d'attendre encore un peu. Miguel promit de posséder officiellement toutes les actions de l'entreprise. Il divorcerait immédiatement de sa femme et épouserait Oné. Miguel toucha même doucement le ventre de Oné. On dit qu'elle ne peut pas attendre d'accueillir leur enfant au monde. Le fils qui héritera de toute la richesse de cette entreprise. Oné rit joyeusement et taquina Alana en la traitant d'épouse idiote qui faisait trop confiance à son mari et abandonnait tout. Miguel rit. D'accord avec ce que disait son ami. Il dit que déplacer Alana était la chose la plus facile qu'il ait jamais faite de sa vie parce que la femme était si occupée. En tant que femme au foyer obéissante, le corps d'Alana trembla violemment en entendant la vérité. La vérité est que son mari ne vole pas seulement la richesse de son père mais est aussi l'un de ces escrocs qui met enceinte sa propre secrétaire. Le ventre d'Alana lui faisait mal. S'il suivait ses émotions, il pouvait enfoncer la porte maintenant. Oné fut battu et Miguel giflé à plusieurs reprises jusqu'à ce que ses mains s'engourdissent. Il pouvait créer un désordre qui ruinerait leur réputation devant tous les employés. Cependant, le cerveau sage d'Alana avertit qu'une action précipitée ne profiterait qu'à eux si elle se mettait en colère maintenant. Miguel saurait immédiatement que son plan avait été exposé et l'homme rusé trouverait sûrement un moyen de tordre la vérité ou de prendre de force le contrôle de l'entreprise. Alana ne leur donnerait pas ce plaisir. Il mérite une destruction plus douloureuse que d'être simplement humilié publiquement. Alana prit une profonde inspiration à plusieurs reprises, contrôlant le rythme de son cœur pour le ramener à la normale. Il réajusta son expression faciale pour qu'elle soit aussi calme et vide que possible dans un mouvement très lent afin de ne faire aucun bruit. Alana recula de la pièce. Il se retourna et redescendit à l'accueil en bas. Alana plaça le dossier de documents sur la table et sourit doucement à l'employé qui le gardait. Il remit le dossier. Il ordonna de le donner à sa femme après la réunion. Il s'excusa en disant qu'il devait partir immédiatement car il avait une course urgente à faire et ne voulait pas déranger l'emploi du temps chargé de Miguel. L'employé hocha la tête avec obéissance et promit de le fournir. Alana regarda. Et sortit du bâtiment de l'entreprise la tête haute, pas une seule larme ne tombant de ses yeux. À partir de ce moment, l'Alana innocente et obéissante mourut, remplacée par une femme prête à brûler quiconque la trahirait. Le lendemain matin, la maison était très calme. Il semble qu'il n'y ait pas de tempête qui rôde. Miguel rentra cette nuit-là avec un air très heureux. En entrant dans la chambre, l'homme s'approcha immédiatement d'Alana qui était assise au bord du lit et lisait un livre. Miguel serra sa femme par derrière. Il embrassa doucement le front d'Alana et la remercia d'avoir livré ses documents importants au bureau. Miguel argua que le document était un accord de collaboration avec un nouveau client très bénéfique pour l'entreprise. Alana ferma son livre. Il serra sa femme dans ses bras et sourit très doucement. Elle loua son mari comme un homme travailleur très digne de confiance. Miguel rit faiblement. Il est fier que sa migration ait réussi. L'homme ne remarqua pas le changement dans le regard de sa femme. Quand Miguel se tourna pour entrer dans la salle de bain, Alana regarda l'ombre de son mari dans le reflet du grand miroir dans le coin de la pièce. Le doux sourire sur les lèvres d'Alana se transforma progressivement en un sourire froid et effrayant. Dans son cœur, Alana murmura doucement. Sa femme fut rappelée de profiter du temps restant de son faux bonheur avant qu'il ne soit complètement ruiné. Le lendemain, après le départ de Miguel pour le bureau, Alana prit immédiatement la première étape de son grand plan. Il réalisa qu'il ne pouvait pas combattre seul la ruse de Miguel et Oné sans preuves solides et valables. Alana se rendit dans un café caché dans un coin de la ville, loin des fréquentations de son mari. Là, il vit un homme d'âge moyen qui était un détective privé de haut niveau. Ce détective était l'homme de confiance de son défunt père. Quelqu'un qui est très bon pour taper les informations les plus secrètes sans laisser de traces. Alana remit une enveloppe marron contenant une photo de Miguel.
La photo de Honey et une grosse somme d'argent en acompte. Il demanda au détective de surveiller chaque mouvement de Honey et Miguel. Découvrir toutes leurs faiblesses, les endroits qu'ils fréquentent et toutes les personnes avec lesquelles ils sont associés. Alana donna des ordres stricts. Cette enquête fut menée avec une grande prudence. En attendant les résultats de l'enquête du détective, Alana développa une stratégie pour pénétrer les défenses psychologiques de ses ennemis. Il doit faire en sorte que Miguel et Honey se sentent au sommet pour qu'ils soient plus insouciants. Alana contacta son mari pendant le déjeuner et exprima l'idée d'organiser un dîner à leur maison ce week-end. Alana expliqua qu'elle voulait mieux connaître le personnel clé qui aidait Miguel à développer l'entreprise en guise de gratitude de sa part en tant qu'épouse. Bien sûr, Alana insista fortement sur le fait que Miguel invite Honey, sa secrétaire de confiance. Miguel hésita d'abord, mais comme Alana l'exprima d'un ton très innocent et plein d'attention, Miguel accepta. L'homme pensa que c'était une bonne occasion de montrer l'unité de sa famille devant les employés et en même temps de cacher sa liaison secrète. Le jour fixé arriva. La grande maison d'Alana fut décorée très élégamment avec un dîner merveilleux. Plusieurs membres du personnel clé de l'entreprise arrivèrent, y compris Honey, qui remarqua beaucoup la soirée. La femme arriva vêtue d'une robe élégante qui mettait en valeur sa silhouette. Il semble qu'elle veuille rivaliser avec la maîtresse de maison. Alana accueillit tout le monde avec la plus grande gentillesse. Elle joua son rôle d'épouse ignorante brillamment. Alana continua à louer les performances de Honey devant les invités. On dit que Miguel a beaucoup de chance d'avoir une secrétaire aussi talentueuse et travailleuse que Honey. En entendant ce compliment, Honey sourit triomphalement et jeta parfois un regard agaçant à Miguel qui fit gronder l'estomac d'Alana. Pourtant, Alana se contrôla. Il continua à s'occuper de ses invités. Versa des boissons dans leurs verres et s'assura que tout le monde était à l'aise. Une légère tension commença à se faire sentir alors que Honey essayait de montrer sa domination. Indirectement. Plusieurs fois, Honey interrompit délibérément la conversation d'Alana pour parler des habitudes de Miguel au bureau. Il semble prouver qu'elle connaît l'homme mieux que son propre mari. Miguel était un peu nerveux. Essayant de détourner la conversation pour que la situation ne devienne pas gênante devant les autres membres du personnel. Pourtant, Alana resta calme. Il répondit à chaque défi de Honey avec un doux sourire et des compliments insignifiants qui firent sentir à Honey que ses tentatives pour escalader la situation étaient vaines. Honey commença à s'agacer parce qu'elle n'obtenait pas de réaction jalouse d'Alana. A décidé d'élever le niveau de son jeu à un stade plus dangereux. Au milieu du dîner, Honey demanda la permission d'aller aux toilettes qui étaient à côté du salon. Alana laissa la femme partir doucement. À l'intérieur des toilettes, Honey sortit un petit morceau de papier de son sac à main. Ce papier était une impression de son échographie qu'elle avait récemment prise chez le médecin il y a quelques jours. Honey plaça intentionnellement la photo d'échographie dans le lavabo juste à côté du savon. Dans une position très visible, il était assuré que quiconque entrerait la verrait. Honey sourit méchamment. Pensant à la façon dont le visage d'Alana s'effondrerait et elle pleurerait hystériquement. Quand elle trouverait la preuve de cette grossesse secrète dans sa propre maison, Honey retoucha son maquillage et retourna dans la salle à manger avec une grande satisfaction. Attendant la grande tempête qui allait frapper la maison de son maître. Un instant plus tard, un invité renversa accidentellement une partie de sa boisson sur la table. Alana se leva immédiatement et dit qu'elle irait chercher le chiffon propre dans le placard de rangement près des toilettes. En passant devant les toilettes des invités, le coin de l'œil d'Alana aperçut un morceau de papier posé sur le lavabo. Alana entra et prit la photo d'échographie. Il regarda l'image du petit fœtus et lut le nom de la clinique et le nom du patient clairement écrit dans le coin supérieur droit de l'image. Honey, les soupçons d'Alana étaient corrects. La femme avait intentionnellement laissé cette trace pour le mettre en colère et ruiner sa réflexion ce soir. Si cela s'était produit il y a quelques jours, Alana se serait sûrement évanouie. Mais ce soir, le cerveau rationnel d'Alana fonctionnait plus que ses émotions. Alana plaça calmement la photo d'échographie dans la poche de sa robe. Il retourna dans la salle à manger. Portant un chiffon. L'eau renversée fut nettoyée et le dîner continua comme si rien ne s'était passé. Honey semblait anxieuse parce que l'explosion de colère qu'elle attendait d'Alana ne vint pas. Le dîner se termina pacifiquement et les invités dirent au revoir. Après s'être assuré que Miguel s'était endormi d'épuisement. Alana entra dans son bureau et verrouilla la porte de l'intérieur. Il sortit la photo d'échographie de Honey et la plaça à côté de l'ordinateur portable.
Alana commença à taper une ligne complexe de code sur l'écran de son ordinateur. Ses études en technologie de l'information à l'étranger avant son mariage sont très utiles maintenant. En moins de 2 heures, Alana réussit à pirater le système de sécurité de la clinique de maternité indiqué sur la photo d'échographie. Alana rechercha les dossiers médicaux au nom de Honey et trouva toute l'histoire de grossesse de la femme. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant la date estimée de conception et l'âge exact du fœtus. Alana ouvrit le calendrier sur l'écran de son téléphone portable. Il compta soigneusement les jours et les semaines. Elle fit correspondre l'âge gestationnel de Honey avec le planning de voyage à l'étranger de Miguel pour une conférence d'affaires, qui était le début de leur liaison. Le résultat de son calcul fit taire Alana. L'âge gestationnel de Honey est de 2 mois plus âgé que la durée de la relation secrète de la femme avec son mari. Si Miguel a commencé à tromper Honey il y a seulement 5 mois, le ventre de Honey est maintenant âgé de 7 mois. Les mathématiques ne mentent jamais. Le bébé dont Honey est fier et que Miguel croit être l'héritier de son trône est un mensonge, mais il s'avère qu'il n'est pas du sang de son mari. Le son du téléphone vibrant sur la table rompit le silence de la nuit. Un message arriva du détective privé qu'il avait engagé ce matin. Le détective est très rapide et efficace dans son travail. Le message contient un court rapport et plusieurs images haute résolution jointes. Alana ouvrit la première image. Honey fut vue dans le parking d'un centre commercial calme. La femme n'est pas seule. Honey fut vue en train d'embrasser passionnément un homme en uniforme de travail. Alana agrandit la photo pour voir plus clairement le visage de l'homme. Le souffle d'Alana s'arrêta. L'homme qui serrait Honey fort dans le parking est le chauffeur personnel qui dépose et récupère Miguel au travail tous les jours. Alana regarda longtemps l'écran de son téléphone puis rit doucement. Un rire très froid et menaçant au milieu du silence de la nuit. Ses ennemis sont très stupides et se trahissent mutuellement dans le dos. Miguel se sentait intelligent pour avoir simplement flirté avec Alana. Mais il s'avère que l'homme est beaucoup trompé par sa petite amie. La première pièce du puzzle pour les détruire est fermement en possession d'Alana. Chaque jour qui passait depuis qu'Alana avait découvert l'odeur de la trahison secrète de son mari et de son assistante personnelle à l'intérieur de leur maison luxueuse. Alana continue de jouer le rôle d'une très bonne épouse. C'est comme s'il avait fermé les yeux sur toutes les trahisons se produisant juste devant son nez. Elle sert le petit déjeuner chaque matin avec un doux sourire. Elle prépare soigneusement les vêtements de travail de son mari et escorte l'homme jusqu'à la porte d'entrée avec des prières apparemment sincères. Miguel, qui se sentait si intelligent et invincible, devint de plus en plus submergé par la confiance en soi. L'homme ne remarqua pas que la tendresse de sa femme était une toile d'araignée soigneusement tissée pour encercler son propre cou. Miguel sentit que son plan pour prendre le contrôle de l'entreprise laissée par son défunt beau-père avançait sans accroc. Mais la cupidité a toujours soif de nouvelles nourritures et Miguel commence à tomber dans le piège mortel préparé par Alana. Ce matin-là, l'atmosphère dans la salle à manger est légèrement différente. Miguel s'assit à sa place principale avec un visage délibérément fatigué et chargé. Il remua lentement sa tasse de café. Respirant parfois profondément, cela semblait lourd. Alana, qui disposait la nourriture sur la table, observa la performance de son mari du coin de l'œil dans son cœur. Alana était dégoûtée par la ruse de l'homme. Cependant, Alana garda son expression faciale pleine de soucis. Il tira la chaise à côté de Miguel. Il s'assit correctement et tint doucement le bras de sa femme. Alana demanda d'un ton profondément inquiet ce qui troublait son mari qui semblait triste ce matin. Cette question est un appât. Et Miguel l'attrapa immédiatement de toutes ses forces. Miguel regarda intensément dans les yeux de sa femme, qui avait le visage d'une dirigeante d'entreprise avec une grande responsabilité pour l'avenir de leur famille. L'homme commença à raconter une grande opportunité dans un projet d'infrastructure à l'étranger. Il expliqua avec une intonation convaincante que ce projet était une opportunité en or qui ne se présenterait qu'une fois tous les décennies. Si leur entreprise réussissait à remporter l'appel d'offres et à devenir le principal investisseur, les profits doubleraient et la position de l'entreprise sur le marché mondial serait inébranlable. Miguel parla longuement de l'analyse du marché, des profits potentiels et de la luminosité de leur avenir. Si ce projet pouvait être réalisé, mais à la fin de son explication, Miguel prit une autre profonde inspiration et se pencha en arrière sur sa chaise avec un regard désespéré. Il dit qu'il y avait un obstacle majeur sur leur chemin vers le succès. Alana inclina légèrement la tête, révélant le visage d'une femme confuse. Mais il voulait vraiment aider sa femme.
Il encouragea Miguel à continuer ses plaintes. Miguel expliqua alors que l'entreprise manquait actuellement de fonds rapidement disponibles pour déposer en garantie initiale à leurs partenaires étrangers. Tout le capital de l'entreprise est bloqué dans divers projets en cours et ne peut pas être retiré à volonté, sans détruire l'équilibre financier. Miguel s'inclina. Il serra fortement la main d'Alana et regarda sa femme avec pitié. À la fin, l'homme révéla ses véritables intentions. Il demanda à Alana la permission d'utiliser le fonds de réserve d'urgence laissé par le défunt père d'Alana. Ce fonds de réserve est stocké dans un compte spécial qui ne peut être accessible que par signature directe d'approbation d'Alana en tant qu'unique héritière légitime. En entendant cette demande, Alana fut stupéfaite un moment. Il laissa le silence régner dans la salle à manger pendant quelques minutes pour donner l'impression qu'il était plongé dans une profonde réflexion et un doute. Ce fonds de réserve était le dernier testament de son père. Une défense financière qui ne devait pas être touchée sauf dans une situation vraiment critique menaçant la continuité de l'entreprise. Miguel continue de tromper avec toutes ses paroles douces et ses fausses promesses. L'homme jura au nom de son amour que les fonds ne seraient empruntés que temporairement et seraient immédiatement remboursés intégralement avec tous les profits fabuleux du projet. Quand Alana sentit qu'elle en avait assez de son spectacle, elle prit une respiration calme et hocha la tête. Elle sourit légèrement. Miguel la regarda avec une fausse confiance et dit qu'il faisait entièrement confiance à sa femme. Alana dit que toutes les propriétés laissées par son père appartiennent maintenant à Miguel et qu'elle est prête à signer le document de libération des fonds pour le succès de leur entreprise. Miguel pouvait à peine cacher sa joie. Ses yeux s'illuminèrent et un large sourire apparut sur son visage. Il serra immédiatement Alana fort dans ses bras. Il remercia sa femme à plusieurs reprises et la couvrit de baisers sur le visage. Miguel sortit immédiatement une pile de documents d'autorisation de sa mallette. Il semblait assez sûr. Sa femme va bien. Alana prit le stylo à billes. Il lut rapidement la dernière page et signa le papier avec un saut très calmement. Miguel prit le document, les mains tremblantes d'excitation, et dit immédiatement au revoir à l'homme qui allait au bureau. D'un pas léger, il ne pouvait pas attendre de mettre immédiatement en œuvre son plan diabolique avec son partenaire. Ce que Miguel ne sait pas, c'est que l'autorisation qu'il a obtenue faisait partie d'un scénario plus vaste qu'Alana avait développé depuis longtemps. Cela fait une semaine. Après qu'Alana ait découvert des preuves de trahison et un plan de vol dans son entreprise, elle rencontra secrètement un avocat senior qui était autrefois l'homme de droite de son défunt père. La réunion eut lieu dans une pièce fermée avec une haute sécurité pour s'assurer que personne ne connaîtrait leur plan. Alana révéla toutes les preuves qu'elle avait à l'avocat, du faux projet de transfert d'actions aux photos de la liaison de Miguel avec sa secrétaire. Le vieil avocat fut très en colère en entendant parler de la trahison qui arrivait au fils de son défunt ami et il jura qu'il aiderait Alana à détruire l'homme cupide jusqu'à la moelle avec l'avocat. Alana a développé un piège financier brillant et mortel. Il savait que Miguel cherchait activement des partenaires commerciaux à l'étranger pour réaliser son acte de détournement de fonds. Ainsi Alana et son avocat créèrent une fausse entreprise légalement enregistrée dans une nation insulaire éloignée, connue comme un paradis fiscal. Pour les conglomérats, cette entreprise fantôme est méticuleusement conçue pour paraître très lucrative avec un ensemble complet de conseils d'administration de Pékin, un portefeuille impressionnant de faux projets et des représentants juridiques professionnels. De plus, l'avocat d'Alana soudoya secrètement le courtier d'affaires en qui Miguel avait confiance. Ce courtier traitera pour tâche de guider Miguel pour choisir l'entreprise fantôme d'Alana comme principal partenaire pour un grand projet. Miguel, aveuglé par la cupidité, ne fit pas de vérification approfondie des antécédents et tomba immédiatement dans le piège. Retour à aujourd'hui. À l'intérieur du luxueux bureau du PDG, Miguel et Oné célèbrent leur succès. La porte de la pièce est verrouillée de l'intérieur, afin qu'aucun employé ne puisse interférer. Oné était assise sur les genoux de Miguel, enlaçant le cou de l'homme tout en riant joyeusement. Devant eux, un grand écran d'ordinateur affiche le processus d'une transaction bancaire internationale. Miguel venait d'être ordonné par le département des finances de transférer tous les fonds de réserve d'urgence de l'entreprise vers le compte bancaire de l'entreprise étrangère qui était leur partenaire de projet. Le plan de Miguel était très simple mais rusé. L'entreprise étrangère recevrait les fonds. Une petite frais d'administration serait déduite comme règlement et ensuite les fonds restants, qui ont une valeur énorme, seraient transférés vers le compte bancaire personnel secret de Miguel à l'étranger. De cette façon, l'argent serait propre et Miguel pourrait contrôler la richesse de sa belle-mère, sans suspicion.
des aortes, les doigts de Miguel dansaient sur la table. Cela frappait doucement suivant le rythme de son battement de cœur rapide. Oné embrassa la joue de son mari à plusieurs reprises en murmurant des compliments sur la façon ingénieuse dont l'homme avait conçu le plan. Oné imaginait déjà la vie luxueuse qu'elle aurait à l'étranger. Acheter des choses chères tous les jours et vivre dans une grande maison sans avoir à travailler plus. Après quelques minutes qui semblaient des heures, une notification apparut sur le téléphone portable secret de Miguel. C'est un message de la banque étrangère où il détient son compte personnel. Le message confirmait que les fonds transférés de son partenaire commercial étaient entrés avec succès sur son compte. Le nombre de zéros écrits sur l'écran du téléphone était si long que les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Il avait réussi. Il est officiellement l'une des personnes les plus riches aujourd'hui. Il contrôle la richesse. Il t'a échoué d'une manière très propre. Miguel souleva Oné de ses genoux et dansa un peu autour de la pièce pour célébrer leur nouvelle richesse. Puis l'homme retourna à son siège. Il ouvrit l'application bancaire sur son téléphone pour profiter de la vue de son solde de compte en hausse. Il entra le mot de passe avec les mains tremblantes d'excitation. L'écran de la page principale se charge. Montrant un grand solde, Miguel sourit largement. Il se sent comme le roi du monde. Cependant, après quelques secondes, la scène sur l'écran changea. Soudain l'application bancaire actualisa automatiquement la page. Les longs numéros qui avaient fait sentir à Miguel qu'il était le roi du monde plutôt clignèrent un instant. Puis changèrent immédiatement de forme. Le sourire sur le visage de Miguel se durcit. Le flux sanguin dans ses veines s'arrêta presque. Et tout son corps devint froid. Il frotta ses yeux à plusieurs reprises. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il appuya sur le bouton recharger. Quand mon doigt tremblait, j'espérais que c'était juste une erreur dans le système de l'application. Cependant, le résultat est toujours le même. Le solde sur son compte personnel secret montre maintenant un grand zéro drôle. Tous les fonds qui venaient d'arriver. Les fonds résultant du vol de l'entreprise de son mari disparurent sans trace. Miguel ne savait pas que le système bancaire de l'avocat d'Alana était équipé d'un protocole de retrait automatique. Après que l'argent soit entré sur le compte de Miguel, le système balaya immédiatement tous les fonds et les transféra vers un compte de protection d'actifs en couche qu'Alana contrôlait entièrement. Un endroit que Miguel n'atteindra jamais. L'homme cupide regarda l'écran de son téléphone la bouche ouverte. Son monde s'effondra lentement devant ses yeux. Un silence effrayant enveloppa le bureau du PDG. Miguel fixait toujours l'écran de son téléphone. Il respirait rapidement et la sueur commença à se former sur son front et son cou. Le zéro sur l'écran semblait rire de toute son arrogance et ses plans rusés pour lesquels il avait tant travaillé. Oné, qui était occupé à retoucher son maquillage devant le petit miroir, commença à remarquer un changement drastique dans le comportement de l'homme à côté d'elle. Oné se rapprocha. Elle pressa son corps contre le bras de Miguel et demanda d'un ton doux ce qui se passait. La femme essaya de jeter un coup d'œil à l'écran du téléphone de Miguel. Mais dans un réflexe violent, Miguel éteignit immédiatement l'écran de son téléphone et le cacha dans la poche de sa veste. Oné fut surprise par cette réaction violente. Ses yeux s'écarquillèrent. Rempli de questions, Miguel eut du mal à réprimer l'expression sur son visage. Avalant difficilement puis souriant avec un regard forcé. Miguel mentit à Oné. On dit qu'il y a un léger problème technique avec le système de compensation bancaire international. Il inventa une fausse histoire. Il fut expliqué que les grosses sommes d'argent nécessitent souvent plusieurs jours de blocage avant d'être finalement récupérées et utilisées. L'homme assura à Oné que tout était sûr et sous contrôle. La femme est priée de ne pas s'inquiéter et d'attendre encore un peu. Oné, dont les connaissances en matière bancaire avancée étaient limitées, hocha la tête avec confiance et sourit largement à nouveau. Il continua à parler de leur plan de vacances luxueuses après tout. Alors que Oné continuait à parler, l'esprit de Miguel courait dans toutes les directions. L'homme fut frappé d'une peur intense. Il ne peut pas signaler l'argent manquant aux autorités parce que l'argent lui-même est le résultat d'un détournement qui serait illégal s'il le signalait. Il voulait juste se rendre en prison. Miguel est piégé dans un piège de sa propre fabrication et la frustration commence à ronger sa santé mentale. De l'autre côté de la ville, Alana est assise confortablement dans le salon de sa maison. Buve un thé chaud tout en écoutant mon genre de musique relaxante. Il venait de recevoir le rapport du retrait réussi des fonds du compte de Miguel de son avocat. Un sourire de satisfaction apparut sur les lèvres d'Alana.
La première étape pour couper la source de pouvoir de son mari fut un succès complet. Maintenant c'est le moment pour lui de détruire la confiance restante entre ces deux traîtres. Alana posa sa tasse de thé et commença à taper un message sur son téléphone portable. Il engagea son assistant personnel de confiance qui travaille en dehors de la structure de l'entreprise. Il donna des instructions spéciales pour commencer la phase de guerre psychologique qui détruirait la santé mentale de Miguel et Onet. Alana ordonna à son assistant de visiter les boutiques les plus exclusives dans les centres commerciaux élites. L'assistant avait pour tâche d'acheter divers articles chers à des prix très élevés en utilisant du liquide afin de ne pas laisser de traces de la transaction. Les articles achetés n'étaient pas n'importe quels articles, mais des bijoux avec des diamants très brillants, des sacs à main de créateurs en édition limitée, et des talons hauts avec des cristaux très beaux. Tous ces articles furent ensuite emballés dans une magnifique boîte cadeau et décorés d'un ruban élégant. Alana ordonna également à son assistant de mettre une carte de vœux dans chaque boîte cadeau. Ces cartes contiennent des messages d'amour très romantiques, vagues et pleins de secrets. Ces messages furent écrits sans mentionner le nom clair. Lors de l'envoi, n'utilisez que des noms comme votre admirateur secret, votre vrai homme ou quelqu'un qui manque toujours de tes étreintes. Ces paquets luxueux furent ensuite envoyés régulièrement par un coursier spécial directement à l'adresse de l'appartement privé où vivait Onet. L'après-midi du lendemain. Après les heures de travail, Miguel décida de passer à l'appartement de Onet. Sa tête lui faisait mal et sa poitrine se serrait à la pensée des 5 milliards de pesos qui avaient disparu sans explication. Il a contacté son courtier d'affaires plusieurs fois. Mais le numéro de l'homme n'est plus actif et sa localisation est inconnue. Miguel arrive à l'appartement de Onet espérant trouver un peu de paix dans l'étreinte de sa petite amie. Mais quand il entra dans le luxueux salon de l'appartement, la vue qui l'accueillit ne fit que faire bouillir sa colère. Sur la table en verre étaient éparpillées plusieurs boîtes cadeaux luxueuses ouvertes. Un collier de diamants se trouve à côté d'un sac de créateur dont le prix équivaut à une maison de luxe. Onet se tient devant un grand miroir. Essayant le collier de diamants avec un visage rayonnant plein de bonheur. Miguel s'arrêta de marcher. Un regard tranchant sur le tas de cadeaux luxueux. Il était sûr de n'avoir jamais acheté à Onet un article aussi cher ces dernières semaines. Surtout maintenant que sa tête lui fait mal en pensant à l'argent disparu. L'esprit de Miguel vagabonda immédiatement. La suspicion. Il s'approcha de la table. Il ramassa l'une des cartes de vœux qui était tombée par terre et lut le message romantique dessus. La mâchoire de Miguel se serra, remplie de jalousie et d'insécurité due à la perte de fonds de l'entreprise. Ainsi il perdit le contrôle de ses émotions. Il jeta la carte sur la table, faisant un bruit fort qui surprit Onet. Miguel bombarda immédiatement Onet. Une série de questions de haut niveau, exigeant une explication sur l'origine de tous ces articles chers et qui était l'homme grossier qui osait envoyer des cadeaux romantiques à sa petite amie. Onet fut surprise par la colère soudaine de Miguel. Il retira immédiatement le collier de diamants et essaya de calmer sa femme, la voix tremblante. Onet jura qu'elle n'avait aucune idée de qui avait envoyé les paquets. Il affirma que les articles étaient simplement arrivés par coursier sans identification claire. Onet soupçonna que peut-être il y avait un admirateur secret qui s'était trompé d'adresse ou qu'il y avait un partenaire commercial essayant d'attirer l'attention. Mais ces raisons semblaient si insignifiantes à Miguel. L'homme qui avait l'habitude d'être trompé était maintenant complètement convaincu qu'il était trompé par la femme en qui il avait toujours fait confiance. Miguel regarda Onet avec un examen intense et du dégoût. Il quitta l'appartement en claquant la porte sans dire un seul mot. Après le départ de Miguel, Onet paniqua et devint confuse. Une personne vint immédiatement à son esprit. Il contacta immédiatement le chauffeur personnel de Miguel, qui était son ancien rendez-vous secret. Onet demanda à l'homme de la rencontrer dans un parc calme loin des zones fréquentées. Quand ils se rencontrèrent, Onet réprimanda immédiatement l'homme en uniforme. Elle l'accusa d'agir stupidement en envoyant des cadeaux voyants qui avaient contrarié Miguel. Le chauffeur fut choqué d'entendre cette accusation. Il nia fortement. On disait que son salaire mensuel n'était pas suffisant pour acheter la sangle de ce sac cher. Surtout les bijoux en diamant. L'homme jura qu'il n'avait jamais rien envoyé à l'appartement de Onet. Le refus du chauffeur rendit le mal de tête de Onet encore pire si elle n'avait pas été celle qui envoyait le message. Qui ? La peur commença à se répandre dans le cœur de Onet. Il sent que quelqu'un joue un rôle dans sa vie et surveille chacun de ses mouvements depuis un endroit invisible. Pendant ce temps, Miguel, toujours brûlant de jalousie et de suspicion, décide de prendre des mesures drastiques.
Cette nuit-là, pendant que Oné prenait une douche dans son appartement, Miguel prit secrètement le téléphone portable de la femme qui était posé sur le lit sans difficulté. Miguel téléchargea et installa une application espion sophistiquée cachée sur le téléphone de Oné. Cette application enregistrera chaque appel et transmettra chaque message texte directement au téléphone de Miguel sans que le propriétaire le sache. Miguel remit le téléphone à sa position précédente et fit semblant de dormir quand Oné sortit de la salle de bain. À partir de cette nuit-là, Miguel devint un éclaireur qui surveillait constamment chaque mouvement et conversation secrète de sa petite amie. 2 jours plus tard, les soupçons de Miguel portèrent enfin leurs fruits. Bien que ce qu'il entendit était une terrible confusion. Alors qu'il était dans son bureau, l'application espion sur le téléphone de Miguel l'informa que Oné passait un appel sortant. Miguel mit immédiatement l'écouteur et écouta attentivement la conversation. La voix de Oné fut entendue, extrêmement paniquée et pleine de tension. Oné appelle quelqu'un qu'elle appelle un médecin. La femme entendit la personne à qui elle parlait la réprimander. Ils sont priés de compléter immédiatement leurs résultats d'analyse secrets sans aucune erreur. Oné cria des menaces. On dit que si ce secret est révélé, il s'assurera que le médecin meurt avec lui. Oné répète que c'est leur dernière chance d'obtenir toute la richesse de Miguel. Ce que Miguel entendit de l'autre bout du téléphone fit bouillir son sang jusqu'à sa tête. Elle ignorait que le médecin que Oné appelait était Lobguin qui avait été soudoyé pour falsifier les résultats du test génétique du bébé qu'elle portait. L'esprit de Miguel fut rempli du poison de la jalousie et des images de l'homme qui envoyait des cadeaux chers. Une conclusion très différente fut tirée. Miguel pensa que Oné parlait à son amant secret. Planifiant un schéma diabolique pour obtenir sa propriété et peut-être planifiant le mal avec sa vie. Toutes les fausses pièces d'information s'assemblèrent dans la tête de Miguel pour former l'image que Oné était un serpent venimeux prêt à le mordre par derrière. Le lendemain matin au bureau. La tension entre les deux atteignit un pic qui ne pouvait plus être contenu. Miguel appela Oné dans son bureau et verrouilla immédiatement la porte fermement, sans réserve. Miguel accusa immédiatement Oné d'être une traîtresse, cupide et hypocrite, ce qui mit l'homme en colère. Demandant qui était l'homme secret à qui elle parlait au téléphone hier et quel mauvais plan il concoctait pour la détruire. Oné, qui ne comprenait pas la direction de l'accusation de Miguel, essaya de se défendre. La femme répondit dans le même ton intense. Miguel devint arrogant et lui rappela que sans lui, Miguel ne pourrait jamais contrôler cette entreprise. Oné encourage l'homme. Elle sent qu'elle a le contrôle sur le bébé que Miguel croit être son héritier. En entendant ce défi arrogant, Miguel perdit patience. L'homme aux yeux rouges s'avança. Il leva la main haut et une gifle forte résonna dans toute la pièce. Cela frappa Oné directement sur la joue. La femme tomba par terre, tenant son visage rouge, regardant l'homme devant lui. Elle est plein de haine. La première grande fissure dans leur alliance criminelle est enfin parfaitement formée par le jeu invisible qu'Alana mène. Les jours après l'incident de la gifle au bureau devinrent le moment le plus calme et le plus difficile dans la vie conjugale d'Alana et Miguel. Miguel ne prétendait plus être un mari attentionné quand ils étaient dans leur chambre fermée. Il rentre souvent tard le soir sentant la cigarette et fronçant toujours les sourcils. Sa tête était remplie du fardeau des dettes qui avaient commencé à s'accumuler et de la peur de perdre le fonds d'urgence de l'entreprise dont il n'avait pas encore découvert le coupable jusqu'à présent. Miguel sentit que sa position dans l'entreprise devenait de plus en plus serrée car certains managers commençaient à poser des questions sur les rapports financiers incohérents. Il sait que le seul moyen de se sauver est de prendre le pouvoir total avant qu'Alana ne remarque que quelque chose ne va pas avec le flux de trésorerie qu'il a récemment effectué. Miguel sentit qu'il devait immédiatement retirer sa femme de son poste au conseil de surveillance pour avoir pleine autorité afin de couvrir toutes les traces de ses crimes. Miguel commença à planifier de tenir une assemblée générale spéciale des actionnaires ou AGS avec un ordre du jour spécial. À savoir, le retrait d'Alana de son poste dans l'entreprise. Il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul parce qu'Alana avait encore légalement un grand vote en tant qu'héritière principale. Ainsi Miguel approcha secrètement les 3 autres grands propriétaires d'actions. Il les invita à une réunion privée très fermée afin que le public ne le sache pas. Là, Miguel mena une négociation très sale. Il promit une plus grande part des profits et des positions stratégiques pour les familles de ses actionnaires s'ils étaient prêts à voter pour évincer Alana. Miguel les soudoya même avec une grosse somme d'argent qu'il obtint par emprunt. Avec quelques connaissances louches ayant des intérêts acquis, les actionnaires qui ne se souciaient pas du profit personnel acceptèrent finalement de se ranger du côté de Miguel.
Alana surveilla chaque mouvement de son mari grâce aux rapports envoyés par le détective privé et son assistant personnel. Il savait exactement quand Miguel rencontra ses actionnaires et ce que sa femme leur promit. Pourtant, Alana resta calme comme l'eau dans un lac profond. Il ne montra aucune réaction. Quand il reçut l'invitation à la réunion spéciale. Au lieu de cela, Alana était occupée à faire quelque chose de plus stratégique en coulisses. En quelques semaines, Alana utilisa l'argent qu'elle avait pris du compte secret de Miguel pour sauver les diverses lignes commerciales des 3 actionnaires qui étaient au bord de l'effondrement sans que Miguel le sache. Les entreprises de ces 3 personnes faisaient face à une crise majeure due à une mauvaise gestion et à des dettes croissantes. Alana intervient en tant que sauveur anonyme, apportant des fonds frais et réglant leur désordre financier avec l'aide de l'avocat de sa famille. Le jour de l'AGS spéciale est enfin arrivé. La grande salle de conférence à l'étage supérieur du bâtiment de l'entreprise était déjà pleine de hauts fonctionnaires et d'actionnaires. Miguel s'assit sur la chaise du leader avec un visage extrêmement confiant. Il semblait avoir gagné la bataille. Avant même qu'elle ne commence, Onet se tenait dans le coin de la pièce avec un sourire méchant jeté à Alana qui venait de descendre. Alana marcha très fièrement. Son foulard était soigneusement arrangé et il n'y avait aucune hésitation sur son visage. Il salua tout le monde d'une voix claire et calme et s'assit sur sa chaise. Miguel ouvrit la réunion avec un long discours qui diminua grandement la réputation de sa femme. Il accusa Alana d'incompétence dans la gestion de l'entreprise. Rarement assisté au bureau et considéré comme un obstacle au développement de l'entreprise qu'il planifiait. Miguel parla d'un ton très provocateur, essayant d'influencer tout le monde dans la pièce pour qu'ils acceptent que la position d'Alana devrait être retirée immédiatement pour le bien de tous. Après le discours plein de mensonges, ce fut le moment du vote. Miguel regarda les 3 actionnaires qu'il avait soudoyés avec un regard plein de signes de victoire. Il était complètement convaincu qu'en quelques minutes, Alana perdrait tout et deviendrait une étrangère dans sa propre entreprise. Le vote fut ouvert. Le premier actionnaire se leva et exprima son vote, mais il était contraire aux attentes de Miguel. Cette personne exprima un soutien total à Alana et rejeta la proposition de retrait. Miguel fut surpris. Il pensa qu'il y avait un problème avec son audition. Il se tourna vers le deuxième actionnaire mais le résultat fut le même. La deuxième personne dit aussi que sous la direction et la supervision d'Alana, l'entreprise était plus forte quand le troisième actionnaire vota également en soutien à Alana. Miguel se leva de sa chaise avec un visage rouge de colère et de confusion extrême. Il cria, exigeant une explication sur pourquoi ils avaient trahi l'accord qu'ils avaient fait. Cependant, les 3 actionnaires ne firent que regarder Miguel. Avec un regard froid, l'un d'eux expliqua qu'il ne pouvait pas soutenir quelqu'un qui essayait de détruire les fondations de l'entreprise pour une ambition personnelle. De plus, ils avaient appris combien Alana avait aidé à sauver leur entreprise familiale secrète. Ils déclarèrent qu'Alana démontrait une intégrité exceptionnelle en tant que leader. Plus que tout ce que Miguel avait fait, pendant tout ce temps, Miguel se sentit comme frappé par la foudre. À la fin, tous les pots de vin qu'il avait donnés étaient sans valeur comparés à l'aide stratégique qu'Alana leur avait apportée. La réunion se termina enfin par une décision unanime de maintenir la position d'Alana et au contraire de donner un vote de défiance à la direction de Miguel. Miguel qui se sentit humilié en public sortit immédiatement de la salle de conférence très rapidement, Onet suivi avec un visage pâle. Miguel sentit que son monde s'effondrait complètement mais la surprise n'était pas terminée pour l'homme quand il atteignit l'entrée principale du bâtiment et se dirigea vers sa voiture. Plusieurs hommes costauds en uniforme de police bloquèrent son chemin. Les officiers avaient un mandat officiel et approchèrent immédiatement leur groupe. Miguel pensa que la police était pour lui. Mais une grande nouvelle arriva quand l'officier approcha Alana qui marchait derrière Miguel. L'officier de police dit qu'Alana était arrêtée sur suspicion d'implication dans un cas de détournement à grande échelle des taxes de l'entreprise et de falsification de plusieurs documents d'État. Miguel, qui était initialement dévasté, éclata soudain de rire en voyant cela. Il sentit que c'était le moment de gagner à nouveau. Il s'avère que son plan de secours, qui était de piéger Alana, avait porté ses fruits. Grâce à de fausses preuves fiscales qu'il avait plantées depuis longtemps. Miguel regarda Alana avec un regard plein de moquerie. Alors que les officiers commencent à menotter sa femme. Il murmura des mots de victoire. On disait que même si Alana avait réussi dans la salle de conférence, elle finirait quand même en prison. Alana ne résista même pas. Il suivit les procédures policières avec un visage calme.
Il semble que tout ce qui se passe maintenant fait partie d'un scénario qu'il a écrit lui-même. Alana est maintenant à l'intérieur d'une cellule de détention froide et calme. Les murs sales de la pièce et l'éclairage faible créent une atmosphère très effrayante pour quiconque est présent. Mais Alana était toujours assise. Debout droit sur un long banc en bois, il tournait le petit rosaire qu'il portait. Il n'y avait aucune trace de peur ou de remords sur son visage. Il ressemblait à quelqu'un attendant l'heure du déjeuner. Très calme et contrôlé. Il savait qu'à l'extérieur, Miguel célébrait son emprisonnement. Il savait aussi que la nouvelle de l'emprisonnement de la femme du PDG d'une grande entreprise ferait certainement la une des médias. Comme il s'y attendait pour attirer l'attention de tous les concernés. Quelques heures plus tard, la porte en fer de la cellule de détention s'ouvrit. Alana entendit des pas qu'elle connaissait. S'approchant, Miguel entra dans la pièce avec un large sourire qui semblait dégoûtant aux yeux d'Alana. L'homme vint seul sans avocat ni personne parce qu'il sentait qu'il avait besoin de profiter de son moment de victoire directement. Miguel se tint devant Zelda. Regardant sa femme derrière les barreaux en fer avec un regard plein de contentement et de vengeance qu'il avait nourri depuis longtemps. L'homme commença à parler d'un ton très arrogant. Il enleva tous les masques qu'il utilisait pour tromper Alana. Il admit qu'il était celui qui avait arrangé toutes les fausses preuves fiscales. Il était celui qui avait manipulé le rapport financier de manière à ce que toutes les erreurs soient attribuées à Alana en tant que propriétaire légitime de la majorité des actions. Miguel rit moqueusement. On dit qu'il est très facile de tromper une femme comme Alana qui ne connaît que la cuisine et les tâches ménagères. L'homme se vanta même que son objectif était d'épouser Alana. Dès le début, c'était pour prendre le contrôle de la richesse de sa famille et prendre le contrôle de l'entreprise qu'il sentait inapte à être dirigée par une femme. Miguel révéla tous les détails de son infidélité, de sa liaison avec Oné qui durait depuis de nombreuses années à son plan de divorcer immédiatement d'Alana. Après que la femme ait été condamnée à une longue période d'emprisonnement, Miguel se sentit si en sécurité en parlant à l'intérieur de la cellule de détention qu'il pensait qu'aucun témoin ni dispositif d'enregistrement ne pourrait l'atteindre. Il dit que bientôt tous les actifs d'Alana seront pris par l'État et qu'il émergera comme un héros qui rachètera ses actifs via sa nouvelle entreprise avec Oné. Alana écouta chaque phrase qui sortait de la bouche de Miguel avec une patience complète. Il hoche la tête occasionnellement, provoquant sa femme à parler plus et en plus de détails sur les crimes qu'il avait commis. Y compris comment Miguel avait essayé de casser les freins de la voiture du père d'Alana. Bien que cela n'ait pas causé la mort, cela avait causé une grave détérioration de la santé de son père. Miguel, qui se sentait au sommet, lui raconta tout. Sans aucun fardeau, il se sentait comme le vrai gagnant de cette bataille. Quand Miguel termina son discours de victoire, Alana se leva lentement de son siège. Il s'approcha des barreaux. Il regarda dans les yeux de sa femme avec acuité. Et il y avait un regard d'autorité que Miguel n'avait jamais vu auparavant. Alana prit une profonde inspiration et commença à rire doucement. Un rire si froid qu'il fit dresser les cheveux de Miguel sur sa tête. Puis Alana toucha la petite broche qui était placée sur sa robe juste sous son foulard. Cette broche est en forme de belle fleur avec une petite gemme au milieu. Alana expliqua à Miguel que la broche n'était pas juste un bijou ordinaire mais une technologie hautement avancée d'enregistrement vocal et vidéo sans fil qui était directement connectée au serveur de la police et à son équipe juridique. Toutes les confessions, Miguel ne pouvait que dire avec fierté, furent enregistrées avec une qualité audio très claire et regardées en direct par les enquêteurs. Dans la pièce voisine, le visage de Miguel, qui était rouge de joie, devint soudain pâle comme la mort. Avant que Miguel ne puisse réagir ou essayer de s'échapper, la porte de la zone de détention fut enfoncée. Le chef de la police et plusieurs de ses membres entrèrent dans la pièce. D'un pas ferme, ils n'approchèrent pas Alana. Au contraire, ils saisirent immédiatement Miguel et attachèrent ses mains derrière son dos. Un officier lut immédiatement ses droits à Miguel et dit qu'il était détenu pour les accusations de falsification de documents, tentative de fraude, détournement de fonds d'entreprise et aveu d'un plan pour nuire à une autre personne. Il pouvait à peine parler, les menottes étaient déjà sur lui. Miguel pensa qu'il serait lié à Alana pour la vie. Maintenant il était enveloppé étroitement autour de ses deux poignets. Miguel essaya de se débattre et cria que c'était tout un piège. Mais les officiers l'ignorèrent et le traînèrent immédiatement hors de la pièce. Puis un autre officier ouvrit la porte de la Zelda d'Alana très respectueusement. Alana sortit la tête haute. Il n'y avait aucune trace de faiblesse en lui.
Le chef de la police serra la main d'Alana et la remercia pour sa coopération dans ce qui s'avéra être une opération de piège. L'emprisonnement d'Alana dans le bâtiment du bureau n'était qu'un scénario convenu par Alana et la police pour encourager Miguel à avouer directement dans un endroit qu'il pensait sûr. Alana savait les preuves qu'elle avait alors. Mais une confession orale de la bouche même de Miguel rendra la punition de l'homme encore plus sévère et aucun avocat ne pourra l'argumenter. Après avoir quitté le bâtiment de la police, Alana fut accueillie par son équipe juridique qui avait préparé tous les documents pour restaurer sa réputation aux yeux du public. Alana ordonna immédiatement qu'ils agissent rapidement pour confisquer tous les actifs restants liés à Miguel et fermer tous les accès de l'homme à l'entreprise. Il ordonna également à son assistant de trouver immédiatement Oné parce qu'il savait que cette femme était la dernière pièce qui devait être réparée immédiatement. Alana monta dans sa voiture. Regarda par la fenêtre avec un sentiment de soulagement complet. La grande tempête qui avait tourmenté sa vie depuis longtemps commence à s'apaiser. Pourtant, il ne s'arrêtera pas. Jusqu'à ce que tous ceux qui ont trahi son père et ruiné son mariage reçoivent leur karma dû. Sa vengeance entrera maintenant dans un chapitre final qui sera encore plus douloureux pour ses ennemis. La nouvelle de l'emprisonnement de Miguel se répandit rapidement comme un feu de forêt. Les stations de télévision et les portails de nouvelles en ligne continuent de diffuser le visage de Miguel traîné hors du poste de police avec les mains menottées. L'équipe des relations publiques publia immédiatement la déclaration officielle de l'entreprise. On dit que Miguel fut renvoyé sans respect et tous ses actifs personnels liés au flux de fonds de l'entreprise furent complètement confisqués par les autorités. À l'intérieur de son luxueux appartement, Oné fixait l'écran de télévision, son corps tremblant violemment. Son visage devint pâle. Réalisant que son principal protecteur et source de richesse avait été complètement détruit. Il n'y a plus d'homme puissant qu'elle peut utiliser pour financer son style de vie luxueux. Oné réalisa que bientôt, la police traquerait certainement le flux de fonds sur son compte et confisquerait tous les articles chers dans cet appartement. Oné fut envahi par la peur. Il courut immédiatement vers la chambre. Prit une grande valise à l'intérieur du placard et commença à y mettre toutes les choses importantes qu'il pouvait porter. Il jeta ses vêtements ordinaires et mit seulement les bijoux, les montres chères, et les piles d'argent qu'il avait stockées depuis longtemps dans un petit coffre. Oné prévoit de fuir dans un autre pays ce soir. Loin de tous les problèmes juridiques auxquels Miguel fait face. Il sortit son téléphone portable et avec des mains tremblantes tapa un message d'urgence à son amant secret. Le chauffeur personnel. Oné demanda à l'homme de préparer immédiatement un véhicule d'urgence et de la récupérer à la porte arrière du bâtiment de l'appartement pour l'emmener à l'aéroport international. Le chauffeur accepta la demande de Oné. Pas longtemps. Oné traîna sa valise très lourde avec grande difficulté dans le couloir d'évacuation afin de ne pas être vu par les agents de sécurité du bâtiment. Il a du mal à respirer. Son ventre, qui commençait à grossir à cause de la grossesse, rendait difficile pour elle de se déplacer rapidement. Quand il arriva à la porte arrière, une voiture ordinaire qui n'appartenait pas à l'entreprise attendait avec le moteur en marche. Le chauffeur sortit immédiatement. Oné attrapa rapidement sa valise et la mit dans le coffre. Oné monta à l'arrière se sentant un peu soulagé. Pensant qu'il peut enfin échapper à la chute de Miguel et commencer une nouvelle vie avec la richesse qu'il a économisée. Y compris le père biologique de son bébé. Le trajet vers l'aéroport fut très long et stressant. Oné continua à regarder autour d'elle, s'assurant qu'aucune police ne les suivait. En arrivant à la zone de départ de l'aéroport, il y avait tellement de passagers. Le chauffeur gara sa voiture au point de dépose des passagers. Oné sortit de la voiture en premier tout en ajustant ses vêtements, se préparant à courir vers le guichet de billetterie. Le chauffeur marcha vers l'arrière de la voiture. Le coffre fut ouvert et la lourde valise de Oné fut abaissée. Mais au lieu de remettre la poignée de la valise à Oné, le chauffeur tint fermement la valise avec ses deux mains. Oné tendit la main pour attraper la valise mais le chauffeur recula. Oné regarda l'homme confuse. Il est prié de remettre la valise immédiatement parce qu'il doit attraper son vol. L'homme sourit méchamment. Un petit sourire très différent pour Oné. Le chauffeur dit alors qu'il n'accompagnerait pas Oné à l'étranger et que la valise pleine de richesses était à lui comme paiement pour tout ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Les yeux de Oné s'écarquillèrent et elle cria. Demandant une explication pour ce que l'homme disait d'un ton froid, le chauffeur expliqua que dès le début, il avait été payé par quelqu'un de plus puissant pour détruire Oné de l'intérieur. Cette personne n'avait payé beaucoup plus que tous les articles chers dans cette valise.
Seulement pour s'assurer que Honey serait laissé sans un centime au moment le plus crucial. Et cette personne est Alana. Avant que Honey ne puisse comprendre l'amère vérité, le chauffeur courut rapidement à travers la foule. Le seul trésor restant à Honey fut emporté. Honey essaya de le poursuivre, mais son corps lourd ne pouvait pas suivre la vitesse de course de l'homme. Il tomba sur le trottoir de l'aéroport, pleurant hystériquement, réalisant qu'elle avait été trahie par l'homme qu'elle avait longtemps considéré comme son refuge. Honey est seul, errant parmi les foules à l'aéroport sans argent, sans billets, et sans destination. L'espoir de Honey de se sauver disparut complètement. Il essaya de se lever avec ce qui lui restait de force, prévoyant de trouver un taxi pour se cacher à nouveau. Mais quand il se retourna, son chemin de sortie fut bloqué par 3 grands hommes au visage féroce et des vestes en cuir qui semblaient très menaçants. Ces hommes étaient des collecteurs de dettes d'un grand syndicat de prêteurs sur gage. Le style de vie luxueux de Honey, qui était extrêmement cher, n'était pas entièrement financé par Miguel. Honey avait secrètement emprunté une grosse somme d'argent illégalement à ce syndicat de prêteurs sur gage en utilisant le nom de Miguel comme garantie et en falsifiant la signature de son patron. Maintenant que Miguel est en prison et que tous ses biens ont été confisqués, ces prêteurs sur gage sont venus collecter la dette directement auprès de Honey. Le leader du groupe de collecteurs saisit fermement le bras de Honey. Murmura d'un ton menaçant. Puisque leur argent ne peut pas être retourné, Honey doit rembourser ses dettes. En d'autres termes, Honey fut traîné de force loin des foules à l'aéroport dans un nouveau cauchemar encore plus terrifiant que la simple perte de luxe. Quelques mois plus tard, le processus légal contre Miguel entra dans la phase de procès très attendue par le public. La salle d'audience principale du tribunal régional semblait bondée de journalistes, d'initiés des affaires et du grand public se demandant la fin du grand scandale de l'entreprise. Miguel s'assit sur la chaise de l'accusé portant des vêtements de prisonnier. Il semble très mince. Ses cheveux sont en désordre et ses yeux montrent un désespoir intense. La pompe et l'arrogance qui lui étaient toujours attachées avaient maintenant disparu, remplacées par l'aura de défaite d'un perdant devant les visiteurs au premier rang. Alana s'assoit très correctement. C'était comme s'il regardait une performance théâtrale et connaissait déjà la fin de l'histoire. Le procureur commença à lire les diverses accusations graves contre Miguel. De la falsification de documents d'entreprise, du détournement de fonds d'actionnaires à la tentative de fraude. Pour étayer l'accusation, le procureur appela un témoin clé qui donnerait un témoignage direct. Du cercle intime de l'accusé, la porte de la salle d'audience s'ouvrit et Honey entra accompagné d'officiers. Honey semblait si débraillé et pitoyable. Il semblait très mince avec un ventre qui grossissait. En quelques mois, Honey vécut dans la peur à cause des intimidations des collecteurs de dettes. Finalement, la police l'arrêta dans le cadre d'une enquête préliminaire pour se sauver de la menace d'une peine de prison plus lourde et se libérer des dettes. Honey conclut un accord avec l'accusation pour devenir un témoin qui renforcerait le dossier contre Miguel. Honey s'assit sur la chaise des témoins et prêta serment. Sans hésitation, Honey commença à parler de tous les crimes que Miguel avait commis. Il donna un témoignage détaillé sur la façon dont Miguel lui avait ordonné. Diverses signatures furent falsifiées. Dans des documents de projets importants, Honey révéla également que l'idée entière de détourner des fonds dans une fausse entreprise à l'étranger était purement le plan de Miguel et qu'il n'avait fait que suivre les ordres parce qu'il était menacé d'être licencié s'il refusait. Honey déforma la vérité, se plaçant comme une victime du pouvoir trompeur de Miguel. En entendant ce témoignage plein de mensonges et de trahison, Miguel ne put contenir ses émotions. Il se leva de la chaise de l'accusé, criant et maudissant Honey devant le juge. La femme l'accusa d'être un traître ingrat. Le juge en chef dut frapper le marteau à plusieurs reprises pour calmer la situation chauffée dans la salle d'audience. Miguel, qui se sentit profondément trahi, ne voulait pas être détruit seul. Il murmura immédiatement à son avocat. Un dispositif de stockage fut saisi qu'il avait réussi à introduire en contrebande avant son arrestation. L'avocat de Miguel s'approcha et demanda la permission au juge. Un enregistrement audio fut joué comme preuve de déni. Cet enregistrement était le résultat de l'espionnage du téléphone que Miguel avait placé sur l'appareil de Honey il y a quelques mois. La voix de Honey résonna dans toute la salle d'audience. Dans cet enregistrement, on entend clairement Honey parler à quelqu'un, planifiant une mauvaise intention. Alana fut blessée, de manière permanente, afin que la femme ne puisse plus diriger l'entreprise.
Onet insista également dans l'enregistrement qu'il devait se débarrasser immédiatement de Miguel après avoir pris toute la propriété. Cet enregistrement retourna rapidement la situation. Maintenant c'était le visage de Onet qui devint pâle. Le procureur inscrivit immédiatement les nouvelles preuves comme base pour accuser Onet de complot criminel tenté. Onet, qui était extrêmement contrarié et paniqué, perdit complètement le contrôle. Il se leva de la chaise des témoins et pointa d'un doigt tremblant le visage de Miguel. Onet décida de sortir son arme finale. Le secret le plus sombre qu'il avait gardé depuis si longtemps comme garantie de sa propre sécurité. Onet cria devant le tribunal. Miguel est révélé être un tueur de sang-froid. Il révéla des preuves datant de plusieurs années. Miguel avait engagé un groupe de voyous embauchés pour saboter la voiture du défunt père d'Alana, causant un accident grave et causant la détérioration de la santé du vieil homme jusqu'à ce qu'il meure finalement. Onet mentionna les noms des voyous et l'emplacement de la transaction secrète dont elle avait personnellement été témoin. Soudain la cour fut en chaos. Les journalistes se précipitèrent pour taper les nouvelles de dernière minute. Le juge en chef regarda durement Miguel qui maintenant se tenait silencieusement réalisant que sa vie était maintenant complètement terminée. Le plus grand secret qu'il craignait en fut enfin révélé par sa propre prostituée. Les deux hommes cupides exposent maintenant leurs crimes l'un à l'autre, se mordant et se poussant l'un l'autre dans un abîme sans fond de destruction. Au milieu de ce chaos, les yeux de Miguel et d'Alana se rencontrèrent accidentellement, assis dans les sièges du public. Alana n'avait pas beaucoup d'expression. Il regarda simplement les deux traîtres devant lui avec un regard très calme. Aussi froid que la glace. Il n'y a pas de sourire de victoire. Il n'y a pas de rire de moquerie. Seulement un plaisir complet brûlant dans sa poitrine. Il n'eut pas à se salir les mains pour les punir. Il suffit d'allumer un peu de suspicion et de couper leur source de pouvoir financier. Alana réussit à faire en sorte que deux personnes cupides se tuent mutuellement et ruinent leur avenir face à la loi de l'État. Le procès de ce jour se termina par la détention officielle de Onet et l'ajout de multiples accusations contre Miguel. Il fut assuré que les deux ne verraient plus jamais le monde extérieur. Pendant longtemps, le son du marteau du juge résonna fort dans toute la salle d'audience du tribunal régional, marquant la fin d'un long voyage, rempli de mensonges et de cupidité. Le son du bois frappant semblait comme une sentence de mort pour l'avenir de Miguel et Onet. La cour, d'une voix forte et ferme, lut la décision finale qui ne pouvait plus être inversée. Miguel fut condamné à 15 ans de prison pour divers crimes planifiés qui incluaient la falsification de documents de haut niveau, le détournement de fonds d'actionnaires et l'intention malveillante de nuire à son beau-père de l'époque. Pendant ce temps, Onet, qui fut reconnu avoir participé à la planification du crime physique et aidé dans le processus de manipulation financière, fut condamné à 8 ans de prison. La décision fit courber Miguel tristement avec des yeux sans vie. Pendant ce temps, Onet pleurait hystériquement au point que les agents de sécurité du tribunal durent la traîner jusqu'à la voiture de prisonniers attendant à l'extérieur de la cour. Les deux furent placés dans la cellule étroite du véhicule qui les transporta vers une nouvelle vie pleine de souffrances. La vie en prison pour femmes fut une torture physique et mentale intense pour Onet. La femme qui auparavant avait l'habitude de porter des vêtements de marque, de manger de la nourriture chère dans des restaurants chers, et de dormir dans des lits doux doit maintenant s'habituer aux vêtements rugueux et malodorants d'une prisonnière. Chaque matin, elle devait se lever avant le lever du soleil, nettoyer la zone de la prison et manger ce qui était sur le plateau en métal. Son gros ventre dû à la grossesse la faisait se sentir 1000 fois plus tourmentée. Onet pleurait souvent secrètement dans le coin de sa Zelda la nuit, pleurant son destin qui avait changé de 180 degrés en seulement quelques mois. Mais derrière toutes ces larmes et souffrances, Onet cache encore un espoir rusé. Dans son cœur, il caresse toujours son ventre bombé. Elle croit que le bébé qu'elle porte est la clé en or qui la sauvera. Onet prévoit d'utiliser le bébé pour gagner la sympathie de la grande famille de Miguel. Surtout la mère de Miguel qui désirait désespérément un petit-fils pour continuer la lignée. Le moment de l'accouchement arriva enfin au milieu de la nuit froide. Onet accouche dans une clinique de prison avec un équipement médical limité et aucun membre de la famille pour l'accompagner. Il supprima la douleur traversant son corps de toutes ses forces pour voir le bébé garçon, venant juste de donner naissance au monde. Le bébé cria fort, brisant le silence de la clinique de prison. Quand son état s'améliora légèrement, Onet demanda immédiatement aux gardes de prison de contacter la famille de Miguel. Il demanda à l'officier de transmettre le message que le premier petit enfant de leur famille était né.
Et elle demande protection et garantie de vie pour le bébé. La nouvelle de la naissance atteignit la mère de Miguel. Au début, la vieille femme, assoiffée de respect et adorant profondément son fils, hésita. Mais le désir d'avoir un héritier la poussa à engager une équipe juridique pour s'occuper du statut du bébé. Le tribunal ordonna immédiatement le prélèvement d'un échantillon génétique pour confirmer la lignée du bébé. Avant que la famille de Miguel n'obtienne officiellement la garde, le processus de collecte d'échantillons fut étroitement surveillé. Oné sourit triomphalement. Alors que le personnel médical prenait l'échantillon de son bébé, elle pouvait déjà imaginer qu'il serait bientôt transféré dans une installation de détention plus décente que la mère de Miguel avait payée. Et son bébé grandirait dans le luxe. Cependant, ce faux bonheur s'effondra. Quelques semaines plus tard, quand le tribunal publia les résultats officiels du test de laboratoire, le document scellé par l'État révéla un fait qui arrêta immédiatement le cœur de Oné. Les résultats de correspondance génétique montrèrent une correspondance de 0% entre la composition génétique du bébé et les données génétiques de Miguel. Ce fait médical prouva complètement que le bébé né de Oné n'était en réalité pas du sang et de la chair de Miguel. En apprenant cette vérité embarrassante, la famille de Miguel coupa immédiatement toute communication. La mère de Miguel envoya même à Oné une lettre contenant des insultes et des malédictions. Elle est appelée une femme sale sans honte pour avoir tenté de tromper leur famille. La chute de Oné n'était pas terminée quand elle fut dévastée par le rejet de la famille de Miguel. Un coup final arriva et frappa sa santé mentale restante. Le tribunal de la famille convoqua Oné pour assister à l'audience de garde de l'enfant. Oné fut menée menottée à la salle d'audience. Oné fut complètement surprise de voir qui était assis sur la chaise du plaignant. L'homme était son ancien chauffeur personnel, le père biologique du bébé. Le chauffeur n'est pas seul. Il était accompagné d'une équipe des meilleurs et plus chers avocats de la ville. Une équipe juridique impossible à obtenir pour un travailleur ordinaire. Oné réalisa immédiatement qu'Alana jouait à nouveau en coulisses. Le mari secret de son ancienne patronne finança tout ce processus légal pour s'assurer que Oné perdrait tout sans trace. Devant le juge, l'avocat du chauffeur présenta un argument très fort et irréfutable. Ils joignirent les résultats du test génétique confirmant le statut de leur client en tant que père biologique légitime. De plus, l'avocat endommagea gravement la position de Oné. Ils révélèrent le statut de Oné en tant que prisonnière avec un crime grave. Ses dossiers de dette avec des prêteurs sur gages impitoyables menaçaient la sécurité du bébé et son état mental était considéré comme extrêmement instable. Ils assurèrent au juge que permettre au bébé de rester sous la garde d'une mère qui a un statut de prisonnière et un casier judiciaire est une violation des droits humains de l'enfant à avoir une vie décente et sûre. Le juge, qui examina tous les documents et preuves solides, ne prit pas longtemps pour prendre une décision. Le marteau tomba à nouveau et la garde complète alla au chauffeur. Pendant ce temps, les droits de maternité de Oné furent complètement retirés par l'État. Oné cria de toutes ses forces à l'intérieur de la salle d'audience. Se débattant. Appelant son bébé qui fut immédiatement emmené par le père biologique. Oné perdit sa richesse, sa liberté. Et maintenant elle a perdu son seul enfant qu'elle avait travaillé si dur pour mettre au monde. Ailleurs, Miguel vient d'arriver dans un établissement correctionnel de sécurité maximale désigné pour les prisonniers hommes graves. Le processus d'acceptation d'un nouveau prisonnier est profondément humiliant pour sa dignité. Miguel fut forcé d'enlever tous ses vêtements pour inspection. Aspergé d'un désinfectant dur pour la peau et donné un uniforme de prisonnier très mince. Un garde costaud le traîna à travers de longs couloirs décorés de regards menaçants d'autres prisonniers derrière les barreaux. L'atmosphère là-bas est très froide. Pleine de bruit, de cris, de jurons, et de l'odeur de sueur qui imprègne. Miguel, qui avait été habitué au luxe et au respect toute sa vie, sentit maintenant ses genoux trembler de peur. Il continua à s'incliner. N'osant regarder personne dans les yeux. Le garde s'arrêta devant une Zelda à l'extrémité du bloc. Le bloc habité par les criminels les plus violents. La lourde porte en fer s'ouvrit avec un bruit assourdissant. Le garde poussa violemment Miguel à l'intérieur de Zelda jusqu'à ce que l'homme tombe sur le sol en béton froid et verrouilla à nouveau la porte de l'extérieur. Zelda n'était éclairée que par un faible rayon de lumière provenant de la petite ventilation en haut du mur. Miguel essaya de se lever avec grande difficulté. Essuyant la poussière de ses vêtements. Il remarqua qu'il n'était pas seul. Dans cette cellule étroite, dans le coin de la pièce, était assis un homme énorme. Plein de muscles et de cicatrices effrayantes sur les bras et le cou.
L'homme était assis dos à Miguel, comme en train d'aiguiser une brosse à dents dont la pointe avait été aiguisée pour devenir une arme tranchante. En entendant Miguel tomber, le grand homme arrêta ce qu'il faisait. Il tourna lentement son corps pour regarder son nouveau compagnon de Zelda. Quand la lumière de la ventilation frappa le visage de l'homme, le souffle de Miguel s'étouffa immédiatement. Son cœur battait très vite. Il semblait presque exploser. De sa poitrine, Miguel reconnut ce visage féroce. Cet homme est le leader du syndicat impitoyable de prêteurs sur gages dont l'argent Miguel avait emprunté il y a de nombreuses années. L'argent fut ensuite détourné par Miguel en utilisant un nom d'entreprise faux jusqu'à ce que le prêteur sur gages soit démantelé et arrêté par la police. Pendant tout ce temps, le prêteur sur gages nourrissait une profonde colère et continuait à chercher la personne qui avait ruiné son entreprise sombre. Maintenant, le destin amena la victime la plus insaisissable devant lui. Ils sont enfermés ensemble. Dans une pièce étroite sans sortie, le grand homme se leva. Son corps apparaît. La lumière est couverte par la lumière. Un sourire effrayant se forma sur ses lèvres. Un rictus qui promet une torture sans fin pour Miguel. Au cours des 8 prochaines années, Miguel recula lentement jusqu'à ce que son dos heurte la porte en acier froid. Il réalisa que le vrai enfer sur Terre ne faisait que commencer. Une année s'est écoulée depuis que la grande typhon a frappé et lavé toutes les plaies de la vie d'Alana. Les temps ont changé et la forme de l'entreprise aussi, qui est maintenant plus stable que jamais. Sous la direction d'Alana qui est intelligente, forte et intransigeante. Toutes les crises financières qui avaient surgi à cause des actions de Miguel furent résolues avec un grand succès. Alana fit des changements majeurs dans la direction. Ceux qui s'étaient avérés incompétents furent retirés et remplacés par des professionnels de haute intégrité. Elle ne se cachait plus dans l'ombre du titre d'épouse soumise qui restait à la maison. Maintenant, Alana est la reine assise au sommet de son pouvoir, contrôlant chaque aspect de l'entreprise avec des instincts aiguisés. Les actionnaires qui avaient presque trahi auparavant s'inclinaient en complète obéissance. Réalisant que sans la stratégie intelligente de la femme portant le foulard, leur entreprise se serait sûrement effondrée. L'atmosphère à l'étage exécutif du bâtiment principal est très animée mais bien organisée. Il n'y avait plus d'intrigue ni de trahison bon marché suspendu dans l'air dans cette pièce. Alana est assise derrière son grand bureau de travail. Fait de teck solide, la même table où elle avait découvert le document de l'infidélité de son mari. Mais maintenant la pièce a été redessinée. Selon son goût élégant et minimaliste. La lumière du soleil de midi pénètre à travers de grandes fenêtres en verre qui s'étendent du sol au plafond. Le visage d'Alana est illuminé, paraissant très lumineux, paisible et plein de confiance. Il venait de terminer une réunion d'évaluation trimestrielle avec un bénéfice net qui dépassait largement l'objectif fixé. Alana se pencha en arrière sur la chaise ergonomique. Prenant une profonde inspiration et profitant de la paix qui lui avait été enlevée pendant si longtemps. Il y eut un doux coup à la porte de l'extérieur. Un nouvel assistant très professionnel et rapide à agir entra poliment. L'assistant portait une pile de documents nécessitant la signature d'approbation du leader et plusieurs lettres personnelles envoyées directement à l'adresse du bureau. Alana salua son assistant avec un sourire timide. Il commença à examiner chaque document du rapport de travail qui lui était donné. Il le lut attentivement. Signa et retira les documents terminés. Après tout le travail de bureau, Alana remarqua la pile de lettres dans le coin de son bureau. La plupart sont des invitations à des événements caritatifs, des offres de nouveaux partenariats commerciaux et quelques salutations de collègues. Mais au milieu de la pile de papier parfumé avec des logos fantaisistes se trouvait une enveloppe fanée avec un sceau provenant d'un établissement correctionnel de sécurité maximale. Alana prit lentement l'enveloppe fanée. Au contraire, il n'eut pas à deviner qu'il avait envoyé parce que le nom de Miguel était clairement écrit dans le coin supérieur gauche dans une écriture qui semblait très désordonnée et tremblante. C'était très différent de l'écriture de Miguel, qui était toujours droite et connectée, pleine de fierté. Alana ouvrit le sceau de l'enveloppe avec une lettre ouverte et sortit un morceau de papier froissé. Elle commença à lire les phrases écrites par l'homme qui avait autrefois brisé son cœur. Cette lettre n'était pas une lettre de menace ou d'autodéfense mais une lamentation très triste. Miguel écrivit chaque difficulté qu'il expérimentait avec sa Zelda chaque jour. L'homme raconte comment son corps fut endommagé par l'esclavage constant de son partenaire envers la colère de Zelda. Le cruel prêteur sur gage exigeant une compensation en le torturant sans relâche. Dans cette longue lettre, Miguel supplie Alana de lui pardonner.
Il utilisa tous les mots doux dont il pouvait se souvenir. Alana fut appelée par le nom affectueux qu'il utilisait souvent avant et rappela à Alana les beaux souvenirs du début de leur mariage. Miguel supplie la miséricorde de sa femme. Alana le supplia d'utiliser son pouvoir et son influence pour parler au chef de la prison. Miguel voulait être transféré dans une cellule d'isolement ou un bloc de prisonniers plus sûr parce qu'il sentait que sa vie était au bord de la mort et qu'il ne pouvait plus supporter la torture. Chaque nuit, l'homme jure qu'il fera tout. Juste aider Alana à le sortir de l'enfer avec le prêteur sur gage. À la fin de sa lettre, Miguel exprima un profond regret pour avoir gaspillé un joyau précieux comme Alana pour une pierre comme monnaie. Alana lut la lettre suppliante du début à la fin. Malgré le changement dans son expression, pas une seule larme ne tomba. Aucune trace de miséricorde ne s'éleva dans son cœur. Son cœur était mort pour un homme nommé Miguel. Dès le premier moment où il avait entendu le plan de divorce et de vol de l'entreprise derrière la porte de cette pièce. Il y a 1 an. Alana sentit une merveilleuse justice se produire. Miguel, l'homme qui était autrefois arrogant et voulait tout prendre et laisser Alana vivre une vie misérable dans la rue. Maintenant suppliant pour sa vie. Le karma avait joué son rôle parfaitement. Frappant durement dans la partie la plus faible de l'homme trompeur. La souffrance de Miguel à l'intérieur de Zelda est une compensation appropriée pour la douleur, les larmes, et la vie du père d'Alana qui fut lentement enlevé à cause de la cupidité. Alana plia à nouveau la lettre froissée très soigneusement. Il ne la déchira pas de colère ni ne la brûla. Au contraire, il se leva de sa grande chaise. Il marcha lentement mais fermement vers un coin de la pièce où se trouvait le destructeur de documents. Le moteur s'allume. Il y eut un faible bourdonnement quand Alana appuya sur le bouton d'alimentation. Sans aucune hésitation, Alana plaça la longue lettre contenant sa supplique pour la vie dans l'ouverture de la machine. Les lames en acier à l'intérieur de la machine travaillèrent immédiatement. Le papier fané fut déchiré en petits morceaux qui n'avaient plus aucun sens. Exactement comme les espoirs de Miguel qui sont maintenant devenus de la poussière écrasée. Alana éteignit le moteur. Puis le dernier papier est plié. Puis il marcha vers la grande fenêtre en verre. Regardant la vue de la ville métropolitaine étendue largement en dessous. Les voitures passent. Les grands bâtiments se dressent fermement. La vie continue magnifiquement sans les mensonges liant ses pieds. De l'air froid souffle de l'air conditionné. Il caresse le visage d'Alana, qui est maintenant complètement libre. Son nouvel assistant, qui était debout depuis un moment, s'arrêta lentement pour briser le silence qui enveloppait la pièce du leader. L'assistant demanda poliment et prudemment à propos de la lettre de la prison. Il demanda s'il y avait une réponse officielle ou des instructions spéciales qu'il devait préparer et envoyer en retour à l'établissement correctionnel pour répondre à la demande de Nyang. Alana fixait toujours droit par la fenêtre. Profitant de la vue de sa propre victoire. Il sirota lentement le café chaud que son assistant avait préparé plus tôt. Il sentit la chaleur couler dans son corps. Alana se tourna lentement. Regardant droit devant comme s'il pouvait voir au-delà de la distance et du temps. Regardant directement le destin de ses ennemis. Qui s'effondraient au fond de la falaise avec un son très calme, froid et exhalant l'aura d'un vrai gagnant. Enfin, Alana donna une réponse. Il n'y a plus de mots pour le passé. Il dit simplement qu'il n'y avait pas de réponse pour cet homme. Il ordonna que le traître soit laissé à pourrir à sa place légitime. La pièce retomba dans le silence. Qui apporta une fin très satisfaisante pour la reine qui règne maintenant seule.